Bonjour à tous, bienvenue dans Fight Plus, le podcast qui t'en dit plus sur le MMA et les arts martiaux. Donc bonjour, je m'appelle Cédric Certenay, je suis professeur de PS et ce soir je reçois Yann Ramirez. Comment tu vas Yann? Eh ben, ça va, merci. Bonjour Cédric, bonjour tout le monde. Non, ça va très Voilà, bien, merci. donc moi de mon côté je fais une brève présentation. Donc je suis professeur de PS et professeur de MMA. Je suis titulaire d'un master entraînement passé à l'INSEP sur la thématique du sport de haut niveau. J'ai un BE de judo, je suis ceinture noire de JJB et je me concentre depuis 2010 sur le développement fédéral du MMA amateur dans la zone océan Indien. Yann, c'est un profil qui est rare sur les réseaux parce que c'est tout simplement un docteur spécialisé dans le MMA qui a sorti un ouvrage de référence. Yann, est-ce que tu peux te présenter et nous parler un petit peu de ce qui fait qu'aujourd'hui tu es un expert dans le MMA, s'il te plaît? Ouais, donc je suis Yann Ramirez, docteur en sociologie. J'ai fait une thèse, c'était à l'université Paul Valéry de Montpellier, une thèse consacrée au MMA, qui était à ce moment-là la première thèse francophone sur le sujet. Donc ça fait maintenant plus de 12 ans que je travaille sur le sujet, sur le MMA. Donc je l'ai vu grandir petit à petit, surtout au temps où c'était encore interdit en France notamment. Et puis dernièrement, j'ai continué à travailler pour donc produire, comme tu as dit, ce bouquin dans la cage du MMA, qui est sorti en juillet 2021 et qui a permis de mettre à jour un petit peu les données, notamment en France, puisque forcément, avec la légalisation, ça a été un tournant dans l'évolution de ce sport ici même. Et ensuite, ben là, actuellement aussi pour vous dire que je suis enseignant à l'université Montpellier, donc à STAPS, chez les STAPsiens. Donc je suis toujours dans le milieu du sport, c'est très bien ainsi. Quel a été l'accueil de ton ouvrage dans la communauté MMA et par la suite scientifique, s'il te plaît? Alors, pour être tout à fait franc, dans la communauté MMA, ça a été quand même assez modeste. J'ai quelques connaissances sur lesquelles j'ai pu échanger, avec qui j'avais déjà des contacts, mais j'ai eu assez peu de nouveaux contacts à partir du livre. Par contre, j'ai eu un peu plus de retours du milieu journalistique et surtout du milieu universitaire. Donc, c'est surtout avec les universitaires euh, et en particulier les jeunes chercheurs. Et je suis particulièrement sollicité par les jeunes chercheurs, donc, donc c'est le niveau master et doctorant, qui s'intéressent beaucoup au sujet, ils s'intéressent énormément au sujet. Et comme je suis le premier livre francophone, à la suite de la thèse, première thèse francophone, je suis le premier livre francophone sur la version scientifique du MMA. Donc, il y a eu d'autres livres, forcément, hein, sur le MMA, des livres historiques, des livres sur les entraînements, mais là, par contre, sur l'aspect sciences humaines et sociales, c'est le premier bouquin francophone sur le MMA. Donc, forcément, je suis pas mal sollicité par les jeunes chercheurs. Donc, voilà, au niveau impact sur le milieu du MMA, assez peu. Par contre, oui, université, journalisme, ça marche. Tu vas y donner une suite dans tes prochains travaux? Alors là, j'ai un article, en anglais par contre, c'est un article en anglais qui devrait sortir au courant d'année. Je ne connais pas encore la date, c'est avec une revue canadienne. Donc là, c'est un petit peu un retour sur en quelque sorte un état des lieux de la Fédération française, hein, des actions de la Fédé sur les 2 premières années, on va dire, de post-légalisation. Ok, alors, bon, tu parles de la Fédération française. Pour être honnête, moi, je travaille, parce que c'est important d'être honnête, parce que des fois, je vois des acteurs qui annoncent pas forcément quelle carte ils jouent au quotidien dans le game du MMA. Moi, je suis coordinateur de la FMMAF depuis 2020 sur l'île de la Réunion. Et récemment, en décembre 2022, j'ai été élu, parce que c'est une élection au comité de direction de la FMMAF. Donc là, tu m'apprends que tu fais un travail de recherche sur la fédération et sur l'appareillage fédéral. Ton article, il est arrêté, il est en cours. Non, là, il est arrêté, il a été envoyé en expertise qui a été acceptée. Donc là, du coup, il devrait sortir dans l'année. Est-ce qu'on peut avoir l'exclusivité de tes conclusions ou pas, ou tu réserves Ah, ça à mais la la conclusion, publication? alors là, ça va être, c'est marrant qu'on en discute, mais sur la période, moi, d'études, c'est une période qui a été, je trouve, difficile pour la fédération.
qui a été difficile, notamment sur la suite du Covid, où la reprise des activités a été assez compliquée. Je le vois notamment par rapport à la Fédération de Polynésie, puisque en Polynésie française, ils ont leur propre fédération. Et en comparaison, on voyait une activité qui reprenait plus facilement chez eux qu'au sein de la MMAF. Je pense notamment sur les retours des délégations dans les compétitions internationales. Et finalement, c'est seulement peut-être, je trouve, depuis un peu moins d'un an qu'on a une forte reprise des activités au sein de la fédération. Donc, Mais du, je t'avoue que moi, n'étant pas un porte-parole et un acteur de la fédération, j'ai regardé les activités, j'ai regardé par rapport à ce qui se faisait à côté, par rapport à ce qui se faisait aussi avant la légalisation, et j'ai été un petit peu critique. tu peux préciser le sens de ton propos, s'il te plaît? Alors, c'est dans le sens où j'ai interrogé plusieurs acteurs du milieu du MMA, notamment des promoteurs, des entraîneurs dans toute la France. Et j'avais remarqué, par exemple, que des Selon un acteurs protocole scientifique, on est bien d'accord. C'est-à-dire que tu objectives tes données et tu t'appuies sur des protocoles scientifiques. avec le même questionnaire, cette fois-ci par rapport au bouquin ou par rapport à ma thèse, j'ai anonymé tous les interviewés. Et il en sortait qu'il y a des acteurs qui ne se lançaient pas dans la promotion d'organisations, alors qu'ils étaient des promoteurs à la base, parce que soit le prix d'entrée était trop cher, soit parce que les critères de la FMMF étaient trop sévères aussi. C'était très difficile d'envoyer certains combattants par rapport, vous savez, aux différentes classes et au palmarès. Donc, il était avancé des critères trop difficiles pour eux pour se lancer dans notamment l'organisation de compétitions. Quand tu dis le ticket, tu parles de la licence de promoteur qui est à 1 000 euros. Alors, il y a ça. Il y a aussi ce que là, au niveau de la fédé de boxe. Donc, voilà, c'était. Il y a certains, il y a des promoteurs en France qui notamment continuent d'organiser du pancras ou du kempo. Et Entendu. c'est pas alors qu'ils ont une attente du public et même des combattants pour passer au MMA. Mais pour l'instant, ils n'ont pas encore soit la volonté, soit peut-être le budget pour pouvoir passer en règle MMA. Alors, ce qui est intéressant avec un docteur, c'est que il fait un diagnostic, mais aussi il donne des solutions et des pistes. Alors, quelles sont tes pistes, toi, pour fluidifier la chose? Alors, c'est toujours difficile parce que forcément, avec la légalisation, on a le revers de la médaille, c'est-à-dire qu'on a forcément eu un côté administratif qui a été bien plus présent que ce que les acteurs ont pu connaître auparavant. C'est le revers de la médaille tout simplement parce qu'on ne peut pas demander à la fois d'avoir une pratique sécurisée est hyper sécurisé. Il faut vraiment le reconnaître qu'actuellement, le MMA tel qu'il est pratiqué en France est hyper sécurisé. Je crois qu'il y a assez peu de sports qui peuvent se permettre d'être à ce point aussi, prétendre avoir autant de règles et de cadres qui sécurisent une pratique, tout simplement. Donc, c'est forcément, on connaît le côté un petit peu très administratif de la France, donc forcément avec la légalisation, on pouvait s'y attendre. Mais si je peux te rassurer, Yann, cet après-midi, là, j'ai échangé avec Christophe Dafreville, qui est entraîneur de l'équipe de France. Et moi, c'est ce que je lui disais, là, ces 2, 3 dernières années, je me suis transformé en secrétaire administrative au détriment du tapis. Donc, c'est cet appareillage, forcément, qui est lourd administrativement pour les raisons que tu as citées, à savoir rassurer les acteurs, rassurer les pouvoirs publics. Et je pense on espère tous que ça puisse gagner en fluidité dans l'intérêt du mouvement sportif et de la discipline et de ses pratiquants. Toi, Après, tu vois, il y a un autre point aussi, moi, qui a été abordé par un entraîneur.
Ah non, c'est notamment cette règle pour le matchmaking qui, qui est assez difficile parfois Quel pour... entraîneur? Ah, tu gardes l'anonymat, Pardon. pardon. Ah, forcément, eh oui. Ouais, Donc, ouais. oui, et qui me disait, j'ai des combattants prêts, mais on ne trouve pas d'adversaire. On ne trouve pas d'adversaire parce que soit il a trop de victoires par rapport à l'autre, soit parce que au contraire, il a trop de défaites, soit parce qu'il a trop de combats. Donc, peut-être qu'une flexibilité permettrait quand même un petit peu de trouver plus de solutions au matchmaking parce qu'il y a quand même parfois, je vois des annonces encore actuelles. Recherche tel à 77 kilos, qui a moins de 5 combats, avec moins de 5 victoires, enfin, sur le gap victoire-défaite. C'est très difficile. Et vous avez certains combattants qui, au bout d'un moment, se retrouvent assez bloqués, finalement. On peut facilement trouver des nouveaux, des néo-pros, enfin, des néo-compétiteurs. Par contre, au bout d'un moment, il y a quelques combattants qui se retrouvent un peu bloqués sur leur carte parce que c'est très difficile pour eux de trouver des adversaires à leur mesure. Entendu. Bon, on va mettre de côté la thématique fédérale. On pourra pourquoi pas y revenir un petit peu par la suite. Je pense que ça va nous faire du bien de quitter un petit peu l'administratif. Mais en fait, ce que je Après, voulais... enfin, enfin, là, c'est toujours, de toute façon, il y a toujours des mécontents. Et derrière ces raisons, c'est pour ça que moi, en tant que chercheur, il faut toujours que je puisse faire parler, en quelque sorte, ne pas rester toujours sur la déclaration de l'interviewé, puisque, bon, en plus, le français est assez râleur, par culture. Donc, il faut y voir certains points, quels points ont été abordés, quels sont les points à améliorer. Après aussi se rendre compte qu'il y a toujours un aspect relationnel et qu'il y a derrière des luttes d'influence et que les personnes restent des humains avant tout et qu'il y a là des questions aussi personnelles qui peuvent s'y retrouver. Ouais, après, je vais pas rebondir sur ce que tu viens de dire, mais c'est juste pour souligner la chance d'avoir en direct cet exercice de pas de côté que tu nous proposes et ce regard sur la genèse de notre discipline en direct avec cette idée de produire un article qu'on pourra consulter dans les années à venir et qui pourra être riche d'enseignements sur pourquoi pas des erreurs, des solutions à plébisciter pour le développement fédéral du MMA ou voire d'autres sports, quoi. Et je dirais même plus, c'est moi cet article, je serais ravi de voir un contradicteur, un jeune contradicteur qui permettrait de faire une nouvelle mise à jour et de dire que, ben, écoutez, le constat de 2020-2022, aujourd'hui, il est dépassé parce que fin 2022 et 2023 étaient une année riche à la fédération et ben, qui ont contredit les résultats de votre enquête. Moi, il n'y a aucun souci, ça fait partie de la recherche. Et je pense que d'ailleurs, ce sera bon signe à la fois pour les sportifs, les sportives et des acteurs et actrices de la Fédé et du monde du MMA en France que de dire votre article aujourd'hui, il ne représente plus le terrain. C'est ce que je Mais souhaite pour tout le monde. ben, en fait, c'est aussi le but hein, à travers cet espace de communication et les podcasts. Bon, là, il n'y a pas vraiment de controverse, mais moi, je vais m'assurer justement que sur cet espace-là, chez OFC TV, on puisse proposer de la controverse, reliée aussi aux sciences scientifiques, pardon, parce que l'idée, c'est aussi de vulgariser le propos scientifique et donner des outils de compréhension du MMA moderne comme fait culturel et historique, et donc scientifique. Est-ce que tu penses que c'est un projet ambitieux? Est-ce que c'est un projet qui peut intéresser les acteurs? Les acteurs, j'espère qu'ils seront intéressés. Jusqu'ici, je t'avoue que les acteurs ne sont pas forcément appropriés les travaux scientifiques. Alors, je parle des miens, mais il y a aussi Dave Spencer ou d'autres, Raul Sanchez ou d'autres chercheurs qui travaillent sur le sujet. On ne peut pas dire que actuellement, jusqu'ici, les acteurs du MMA se sont appropriés ces questions.
Donc, vous savez, moi, j'ai même eu un acteur, je ne dirai pas son nom, qui avait mis un commentaire sur Facebook, on n'a pas besoin de lui. Donc, bon, jusqu'ici, on ne peut pas dire que ça a été très, très approprié. Mais bon, après, c'est pas un souci. Mais, C'est pas ce qui va faire que moi, je vais critiquer en retour. Moi, je ne fais que faire une lecture de faits, une lecture avec des interprétations, des interprétations qui peuvent être critiquables. Par contre, il n'y a aucun souci. mais, Comme tu mais, dis, c'est un espace qui peut être débattu et qui, moi, je souhaite que ça soit approprié et qu'on puisse me dire, il a tort. Parce que quand tu interprètes justement les données, tu t'appuies quand même sur des concepts scientifiques et comment dire, des paradigmes bien précis. En tant que Oui, docteur, on part toujours d'un cadre théorique. Alors moi, ça va être notamment sur le champ de la sportivisation. Donc le champ de la sportivisation passe notamment par l'institutionnalisation. Comment une pratique physique devient un sport à part entière avec l'établissement de règles. Et donc moi, j'ai toujours appuyé sur ce paradigme-là, par exemple. donc là, ce qui concerne l'institutionnalisation, c'est aussi la diminution de la violence ressentie par le public et par les acteurs autour. Est-ce que tu penses que ça, c'est en cours, cette diminution du niveau de violence dans l'institutionnalisation du MMA? Alors oui, 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 clairement, clairement, moi je le vois sur. Alors là, on le voit pas nous forcément avec les acteurs du MMA, puisque à juste titre, ils ont toujours considéré que leur sport était certes avait une sorte degré de violence, mais qui n'était pas plus traumatisant que la boxe anglaise ou le Muay Thai par exemple. Mais on le voit surtout avec l'opinion publique, les profanes en quelque sorte, qui eux, pendant très longtemps sont restés sur des stéréotypes de type et frapper un homme au sol, ça se fait pas, le sang c'est dégueulasse, la cage ça fait bestial. On a quand même ces derniers temps, et notamment je pense grâce à la communication de certains représentants du MMA, je pense à Bertrand Moussou qui est toujours un très bon ambassadeur du MMA par sa faculté d'expliquer et d'être très pédagogique là-dessus. C'est aussi le cas du ministère qui a quand même qui a poussé là-dessus. Je pense à le groupe d'observation de MMA avec le rapport Vinke aussi qui a permis de montrer un petit peu le vrai côté, le vrai visage du MMA et qui ainsi, par son institutionnalisation, a donné, a renforcé en quelque sorte son côté légitime. Voilà, le MMA est légitime. Il était déjà légitime pour les aficionados en quelque sorte. Aujourd'hui, grâce notamment à cette dernière étape de la légalisation, ça a renforcé son côté légitime. Alors justement, en fait, ma première question, parce que j'ai toujours pas pu poser vraiment mon déroulé, c'est ce combat pour la légitimation du MMA dans l'espace public. Alors aujourd'hui, pour certains acteurs, leur combat, c'est de convaincre le CSA de, de ne plus interdire aux moins de 16 ans le MMA et que le MMA passe à 8h30 à la télé après les infos. Euh, pour d'autres, justement, c'est ce travail de scientifiser la pratique pour pouvoir faire écho dans des espaces de décision. Donc, à ton niveau, existe-t-il encore des blocages dans la société pour le développement de la pratique? Et si oui, est-ce que tu les as identifiés? Alors, sur le côté actuellement, en fait, il y a quelque chose qui est en train d'exister. Moi, je le vois notamment sur la presse qui s'empare de plus en plus du MMA, hein. On le voit sur à la fois la presse sportive et même la presse générale. Là, il suffit de cette semaine, avec le combat John Jones, Gann, de voir à peu près toute la couverture qu'il y aura. Il y aura des mots dans la presse générale, ce qui n'était évidemment pas le cas il y a encore 3 ans, hein. C'est-à-dire qu'il y a vraiment eu avec la légalisation un côté, déjà, on peut en parler librement, premièrement. Après, c'est sûr qu'il y a il y a encore des blocages au niveau télé, parce que bon, la télé, c'est assez problématique, mais actuellement, c'est le problème du sport à la télé. Il y a un véritable problème du sport à la télé parce que il y a le marché des diffusions sportives qui actuellement, de toute façon, est
est assez qui est hyper concurrentiel. Et ce qui bloque actuellement, je, c'est assez compliqué parce que ce qui bloque actuellement, là, je t'avoue que là, comme ça, j'ai pas forcément la réponse. D'accord. Euh, Alors, parce que, en fait, moi, je te dis, moi, sur l'article, j'ai plus pointé la contradiction du CSA, d'accord. dans le sens Ah, tu en as quand même où, parlé du CSA dans ton article ouais, alors. j'en ai parlé parce que ça fait partie ça fait partie des étapes encore à venir. Mhm. Et en fait, je pointais plutôt l'incohérence du CSA parce que, certes, ils interdisent, enfin, ils interdisent, c'est une recommandation de ne pas avoir le MMA à partir de tel âge. Sauf que lorsque vous voulez voir un direct sur un événement, vous voulez voir un show, vous savez, il n'y a qu'à Singapour où c'est limité l'âge. Et il n'y a qu'à Singapour où il limite à partir de 10 ans. Sinon, vous voulez aller avec votre gosse de 6 ans voir un combat de MMA au Bellator ou à l'UFC à Paris, il n'y aura aucun souci. Donc ça, je pointe cette incohérence entre le fait que à la télé, c'est pas recommandé et on va mettre seulement en deuxième partie de soirée un combat à la télé. Par contre, il n'y a aucun souci pour voir un combat en famille en direct. Donc je pointe plutôt cette incohérence. Et cette incohérence, en fait, c'est, si elle existe, c'est parce que, en fait, c'est pas rationnel vraiment. Le choix du CSA, il est assez incompréhensible. Donc, c'est assez difficile de trouver une solution à quelque chose qui n'est pas rationnel de base. D'accord. Un espace public qui pourrait permettre le développement du MMA, tu penses pas que l'école aussi a son rôle à jouer dans l'acceptation de cette pratique sociale de référence? Alors, alors ça fait partie des deuxièmes hypocrisies en fait, du choix du CSA, parce qu'en effet, il y a une pratique qui existe à la fois déjà à l'université où c'est déjà bien pratiqué, ça fait même partie des diplômes. Et vous avez aussi avec la MMASCO, il y a des pratiques qui se font dans le domaine scolaire et on se rend compte du bienfait de façon pédagogique de l'enseignement du MMA. Et en Polynésie, ils se sont rendus compte qu'on touche beaucoup plus les jeunes à les faire sortir de la violence de rue lorsqu'on utilise le MMA plutôt que même un sport traditionnel qui existe depuis des décennies chez eux. Donc c'est reconnu que c'est un moyen d'attirer à la fois les jeunes et les sortir de la violence, une violence hostile, hein. On parle toujours de la violence hostile, une violence hostile qu'on ne retrouve pas dans la MMA lorsqu'il est pratiqué avec une interaction, avec des échanges de réciprocité et vraiment une relation de partenariat. Donc il faut bien Hmm. voir ça. Donc là, ça fait partie de ces choses. Pourquoi interdire une première partie de soirée ou même mettre du moins de 16 ans comme un film érotique ou un film gore? Enfin, voilà, il faut quand même un petit peu les proportions. Un combat de MMA, c'est pas Saw. Hmm. C'est pas la série Saw ou c'est pas Hannibal Holocaust. Enfin, je sais pas, il faut quand même un petit peu voir les choses. En sachant en plus que oui, on a une pratique scolaire qui se fait de plus en plus et qui se passe très très bien en plus d'ailleurs. Donc, Alors, il y a une hypocrisie. sur la pratique scolaire, elle est pas identifiée par l'inspection générale. Bon, tu le sais, avec les collègues Rubio et Saïd de l'île de la Réunion, on a écrit un premier article dans la revue EPS avec des déclinaisons pédagogiques. Donc, d'autres en ont écrit plus sur l'analyse historique et comment dire, je pense à notre collègue de Lyon, là, tu peux me Mathieu rappeler, Kidu. voilà, Mathieu Kidu, qui est une des références en la matière, qui a écrit de nombreux articles sur le MMA. Donc, on a proposé des mises en œuvre. On a été identifié par l'inspection, mais aujourd'hui, utiliser le MMA comme objet d'enseignement dans des cours classiques de PS, ça reste bloquant au niveau de l'inspection, dans Alors, les faits en tout cas. tu parlais de tes articles et des travaux de Mathieu Cuidu. J'ai recensé les travaux dans le monde hein, sur le MMA, d'ailleurs pour le dernier article. Il n'y a qu'en France quasiment où l'aspect pédagogique est repris de façon scientifique, hein.
Mais tu sais, Yann, en fait, je voulais faire un parallèle par rapport à cette coloration pédagogique et aussi cette opiniâtreté administrative française. C'est-à-dire qu'on sait qu'aujourd'hui, la qualité pédagogique des professeurs de pied-point, de jiu-jitsu, de judo, on parle même de méthode française, elle est reconnue internationalement. Est-ce que tu ne penses pas que à moyen terme, voire à court terme, cette expertise dans le dispositif administratif ne pourrait pas avoir des retombées positives sur le développement d'un MMA à la française, avec cette rigueur administrative, sur le long terme, hein? Alors sur le long terme, oui, il suffit juste qu'on lui laisse la place. Il faut juste Tu peux. qu'on laisse la place, qu'on laisse la place au MMA dans ce domaine-là. Ce qui gêne actuellement, ce qui a gêné avant la légalisation, on le sait, c'est que il y a eu des blocages sur les grandes fédérations françaises, les grandes fédérations notamment d'arts martiaux et de sports de combat. C'est exactement le blocage qu'il y a dans le monde pour la reconnaissance notamment du MMA par le CIO, puisqu'il y a d'autres grandes fédérations internationales qui bloquent aussi l'arrivée. Donc, les experts, notamment les très bons encadrants, ça fait, moi, depuis même, ça fait 12 13 ans que je travaille sur l'MMA, j'ai toujours rencontré des bons encadrants. Je n'ai rencontré un seul encadrant qui a posé problème. Moi, sur la façon de faire le MMA, je n'ai vu qu'un seul entraîneur qui posait problème. Un En seul, France, oui, en France, un seul. Voilà. C'était sur un interclub. J'ai fait entre les compétitions, les séances d'entraînement et les interclubs. Il y a un seul cas vraiment qui m'a posé problème. Donc les encadrants, très bons encadrants, il existe déjà de bien longtemps avant la légalisation. Donc je ne doute pas que actuellement on les a déjà, ils sont déjà, et on ne fait que grâce notamment, et ça c'est le bon côté de l'institutionnalisation, c'est que on est vraiment dans un cadre de formation, hein, notamment avec des grades, on forme, on est en train de former tous ces d'autres très bons entraîneurs qui seront à venir. Mais il faut leur laisser la place sur le champ sportif global et notamment le champ scolaire. et une des spécificités aussi du déploiement de formation de la FMMAF, c'est qu'elle est arrivée, un, pendant le confinement, et deux, pendant l'ère de la révolution numérique avec le travail en distanciel. Donc les formations en ligne, le e-learning, a été vraiment très prégnant dans le développement des cursus de formation de la FMMAF. Donc ça, c'était pour revenir sur cet aspect. Yann, tout à l'heure, je te parlais que j'avais échangé aujourd'hui avec Christophe Dafreville, qui est entraîneur de l'équipe de France, qui a eu la chance d'assister au dernier championnat du monde de MMA amateur en Serbie, Oui. organisé par l'IMAF. Alors, il a eu aussi la chance d'assister à l'Assemblée générale. C'est quelque chose qui est intéressant, donc il m'a partagé son expérience. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'état de la gouvernance mondiale sportive avec Sport Accord, Guys Off, comment le MMA peut briguer une reconnaissance olympique. Tu peux nous expliquer un petit peu cet écosystème qui peut être compliqué pour certains et pourquoi c'est important que l'IMAF, donc la Fédération internationale, ait cette reconnaissance? Alors, c'est vrai que c'est assez compliqué parce que même la naissance de l'IMAF a été née d'une fusion avec aussi une autre fédération internationale avec Vadim Finkelstein à l'époque, donc qui était plutôt un petit peu forcément russe. Donc il y avait une espèce de fusion qui s'est réalisée. Actuellement, c'est l'IMAF du coup qui a pris un petit peu le monopole du côté amateur, hein. Donc on est sur une fédération qui régit la compétition amateur. Elle a aujourd'hui, elle a le statut vraiment de petit peu de réunir de très nombreuses fédérations, avec des fédérations même qui permettent on passe à la Polynésie française, par exemple, qui a sa propre fédération et qui a ses propres délégations, du coup, au sein de l'IMAF. C'est-à-dire que donc, du coup, en dehors même des régions, on a même des régions, certains pays ou certains États autonomes qui peuvent se permettre de rentrer dans les statuts de l'IMAF. Donc ça, c'est très intéressant pour le développement sur tous les territoires. Alors actuellement, oui, la grande politique
pour l'IMAF, c'est forcément la reconnaissance olympique. Alors, qui dit reconnaissance olympique ne dit pas systématiquement intégration au sein des Jeux olympiques. Par contre, dans le programme voilà, des Jeux. Ouais. voilà, on ne rentre pas systématiquement dans le programme. Par contre, pour figurer Comme le dans le programme sambo. olympique, c'est ça. Voilà. Ouais. Par contre, on peut avoir une reconnaissance olympique et ne pas être en effet dans le programme. C'est le cas en effet du sambo. Par contre, c'est une étape fondamentale et nécessaire pour plus tard briguer une place au jeu. Actuellement, le contre-la-montre il est lancé, on est vraiment sur un sprint. Pourquoi? Parce que il y a forcément dans l'esprit pour l'intégration des jeux, il y a une fenêtre de tir qui est À Los là, Angeles. ce sont les Jeux de Los Angeles. Voilà, Hmm. il y a une fenêtre de tir, c'est le Jeu de Los Angeles, parce que ben, les États-Unis, c'est la plaque tournante de la compétition du MMA, forcément à proximité de Las Vegas, qui est la capitale mondiale du MMA. Donc, Combien ils donnent l'UFC par an à l'IMAF? là, j'ai pas les chiffres, j'ai pas les chiffres, mais Je c'est, crois que c'est quasiment 1,5 million de dollars. ouais. Là, Ce qui est une il y a bonne une chose, fenêtre hein. de tir. Ce qui est une bonne Ah chose, hein, oui, que ça ruisselle sur le même amateur. La bien sûr. Californie, berceau de l'UFC. En 2028, toute la planète du sport arrive en Californie. Donc c'est sûr que l'UFC, les Américains, ils vont pousser à ce que le MMA amateur soit au programme des Jeux de 2028. Et d'ailleurs, l'IMAF, outre les liens avec l'UFC, ils ont aussi un lien avec Brave, par exemple, au Moyen-Orient, qui est la plus grande Au organisation Bahreïn, ouais. professionnelle, voilà, à Bahreïn. Donc, ils ont d'ailleurs, quand ils ont réalisé les championnats du monde à Bahreïn, il y avait couplé un événement professionnel du Brave sur les mêmes lieux. Donc, il y avait une synergie professionnelle amateur et d'ailleurs, on le voit, par exemple, lorsque dans la promotion, dans la communication de l'IMAF, c'est-à-dire qu'au lieu de chercher à se cantonner à vouloir conserver absolument ces leaders amateurs, il y a vraiment une communication sur ben, ceux qui ont fait le cap, qui passent chez les pros, qui réussissent chez les pros. Et d'en faire une fierté. Tel gars qui est placé de top 10 à l'UFC au Bellator, il est passé par chez nous, champion du monde ou champion européen. C'est une belle carte. On pense notamment nous à Manon Fiorot, par exemple, hein, qui a Hmm. brillé chez les amateurs et qui aujourd'hui est en liste pour briguer une ceinture à l'UFC. Donc il y a pas ce côté d'Animaf, il n'y a pas ce côté de rester entre eux. Il y a une ouverture à la fois dans le milieu professionnel et là, actuellement, de toute façon, ça va être obligé de. Alors pourtant, hein, ce côté, ce lien avec le milieu professionnel du MMA, c'est pas ce qui plaît le plus dans la gouvernance internationale. Ça n'a pas plu aussi dans la gouvernance française, puisque c'était les critiques, notamment émises, de dire mais le MMA, ce sont des organisations privées, donc c'est des entreprises, c'est de l'industrie du combat politique pour empêcher la légalisation, hein. C'était ce qui était entendu. Donc, le fait que l'UFC ou le Brave à Bahreïn soit aussi près, et d'autres organisations, soient aussi près de l'IMAF, c'est pas forcément ce qui plaît le plus avec l'esprit olympique, toujours très coubertin, très amateur. On n'aime pas trop, même si ça se fait, de Hmm. toute façon, côté partenaire, et argent, c'est pas ce qui dérange le plus le CIO, mais quand ça dérange, c'est la critique qu'on émet toujours. Hmm. C'est ce qui a été aussi bloquant avec le jiu-jitsu brésilien pour son arrivée dans le giron olympique. Parce que comment dire, le mouvement olympique a aussi un droit de regard sur la gouvernance de la fédération, donc Ouais. forcément sur les budgets alloués, et voir Ouais. si le sport est aussi propre qu'il prétend sur le fond et sur la forme, quoi. Donc, Mais surtout qu'en plus, c'est un petit peu, voilà, quand on veut tuer le chien, on dit qu'il a la rage. Donc, on critique tel ou tel sport parce que il y a une gouvernance professionnelle, il y a des organisations professionnelles qui régissent le truc. Et ben, au lieu de, si c'est dérangeant, ben, il vaut mieux peut-être qu'on les accueille, qu'on structure, plutôt que dire on les veut pas parce que c'est professionnel et finalement on les laisse qu'aux professionnels dans hmm. ce cas.
Ok, très bien. J'avais une question sur le côté hybride de la pratique du MMA. Donc là, on va passer plus sur le versant culturel, sur Oui. cette hybridation des sports de combat. Aujourd'hui, on voit que la nébuleuse autour finalement de l'identification du MMA, elle perdure avec la multiplication des pratiques hybrides on peut parler, tu l'as cité, du Kempo, du Pancras, du grappling fight, du karaté mixte. C'est quoi? La liste est... La liste est longue. Et en quoi, selon toi, cet état de fait nuit au développement de la pratique du MMA aujourd'hui? Alors, elle nuit parce que tu parlais de nébuleuse, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on met le public, et je pense notamment au grand public, c'est-à-dire à ceux qui ne sont pas forcément les plus initiés, qui s'intéressent mais qui ne connaissent pas forcément. Moi, j'ai vu des personnes faire de la promotion d'événements en utilisant le terme de MMA, alors qu'on n'utilisait pas les règles de MMA, on utilisait des règles de Pancras ou de Kempo. Parce qu'actuellement, sur le côté marketing, c'est MMA qui compte. Il y a 12 ans, c'était Free Fight qui comptait en France, hein. On avait des personnes qui utilisaient le terme de Free Fight sur le côté marketing pour vendre des places, alors qu'on était sur des règles pancras. Aujourd'hui, vous voyez, déjà, la différence, c'est que c'est le MMA, c'est un terme sur les termes qui accrochent. Sur le terme marketing, c'est le MMA. Par contre, oui, il y a forcément, on mélange des genres. Et puis, je pense pas aussi, en termes pour les sportifs, que jongler d'une pratique à une autre, même si les règles sont plus ou moins, ça ressemble forcément. Il y a toujours un point ou deux points qui vont peut-être les séparer. Mais je ne pense pas que ça soit très bon de faire ce jonglage entre les pratiques. Après, après peut-être qu'il en faut pour tout le monde. Certains vous diront, ils continueront par exemple à estimer que pour eux, frapper au visage un homme au sol, ça reste pas convenable. D'accord. C'est une question de Ouais. goût. Donc justement, quand tu fais le parallèle entre l'idée de médiatisation et finalement d'ultra-violence et de présence du MMA sur les réseaux, et le fait quand même que ce soit un outil éducatif et porteur de valeur, c'est pas un paradoxe tout ça selon toi? Ah, alors là, clairement, moi sur les réseaux, en façon, on voit deux types de communication. Il y a vraiment une communication institutionnelle avec des acteurs bien reconnus, notamment au sein, par exemple, de l'AF, ou de l'IMAF, qui vont vraiment axer sur les valeurs. Et ensuite, il va y avoir une autre type de communication que je regrette beaucoup et que je vois beaucoup trop, notamment véhiculée par des médias spécialisés MMA et qui vont, eux, jouer beaucoup plus sur le côté hyper-violence, le côté très entertainment, et qui, je pense, actuellement, met beaucoup plus de confusion chez le grand public plutôt que les différences Kempo, Pancras et autres. Alors, bon, ça faisait partie un petit peu des éléments d'actualité sur lesquels je voulais te solliciter, solliciter ton expertise. Mais là, le slap UFC, là, on est d'accord que ça rebondit par rapport à ton propos. Ah oui, non, mais je pensais à ça, je pensais notamment à ça, oui. Quand tu vois que, que Dana White plébiscite ce concours de gifles, euh, dans son discours, il présente les chiffres de popularité sur TikTok de son événement, qui est médiatisé sur la chaîne de l'UFC. Je crois que ça fait x10 par rapport au catch en termes de vues. C'est quelque chose de très viral. C'est quelque chose qui aujourd'hui est critiqué par certains ambassadeurs de l'UFC, hein, comme Chuck Liddell, pardon, et d'autres. Euh, mais toi, en tant que sociologue et expert du fait culturel, ça t'interpelle pas aussi sur finalement nos, comment dire?
la bestialité de l'individu, le fait qu'on restera toujours friand de la violence et que ça, on ne pourra rien y changer, et Alors, que les spécialistes du marketing l'ont bien compris. monsieur, alors j'ai toujours eu un œil sur ce que j'appelais les pratiques dérivées du MMA. Donc, on a toujours connu, on a connu le Strelka, qui était une espèce de MMA sauvage où on prétendait faire venir des gens qui levaient la main pour pouvoir combattre au pied levé, comme ça, en Russie. Il y a toujours eu notamment la boxe à main nue qui a toujours vivoté un petit peu autour du MMA. On a connu des pratiques dérivées avec le bras de fer coup de poing, avec du combat par équipe, du MMA par équipe aussi. Donc il y a toujours eu un petit peu depuis 2007-2008, lorsque le MMA a complètement explosé sur le post-tough, il y a toujours eu des pratiques qui ont existé, mais qui sont restées vraiment à marge. Ils sont restés à marge et pour certains, certaines ont vite disparu d'ailleurs. Mais là, le fait de mettre sur une plateforme UFC Access des combats de claques, de slap fighting, là, ça se pose un sérieux problème. Ça pose un sérieux problème parce que euh, on est tous d'accord pour dire quand même qu'il y a un certain degré de violence. Il suffit de voir techniquement, en plus, on n'est pas forcément sur de la claque, mais sur des coups de poing avec la paume ouverte, tout Ouais. simplement. Ouais. Voilà. Qui me rappelle d'ailleurs, pour les plus anciens, qui me rappelle les règles du Du pancras, pancras, ouais, au Japon. l'organisation japonaise, autant du Vale-Tudo, où on a connu Bas Rutten, par exemple, ou Frank Shamrock dans cette organisation. Il suffit de voir pour ceux qui ont connu ça, vous regardez du slap fighting, c'est pas des claques, c'est des coups de poing avec. Et alors, en termes de traumatologie, ben forcément, on y voit des KO. Et beaucoup de spécialistes diront que c'est plus intelligent de frapper avec cette partie ou même l'avant-bras plutôt qu'avavec le poing où tu restes une fracture des métatarses, quoi. Donc, en termes de violence, évidemment, ça se pose. En termes de traumatologie, ça se pose beaucoup. Et puis, il y a un autre problème qui se pose aussi, moi, je trouve, sur ces pratiques. Alors, je pense notamment à la boxe à main nue, parce que le bare knuckle aussi, actuellement, on le voit, c'est un pay-per-view. Ça draine beaucoup, notamment d'anciens combattants de MMA. Alors, quand je dis d'anciens combattants, c'est parce que on dépasse très souvent la trentaine. Et lorsque tous les études de traumatologie montrent, par exemple, qu'on a beaucoup plus de chances de développer de traumatismes crâniens et plus de traumatismes à répétition avec les phénomènes aujourd'hui qu'on connaît en football américain et boxe anglaise, ça pose un problème de voir la sociologie de la pratique, avec tous ces vétérans qui viennent se bousiller la gueule en bare knuckle. Alors certes, il y a moins de KO. En boxe à main nue, il y a moins de KO. Sans gants, on a moins de chances de provoquer un KO. On le sait, ok. Par contre, vous finissez mâchouillé et le cerveau, il en prend quand même. Il faut savoir que on retrouve un petit peu les mêmes pratiques qu'on avait à l'époque du pugilat grec dans l'Antiquité, qui était la pratique la plus traumatologique, plus que le pancras qui a donné le MMA. Donc moi, je suis beaucoup plus perturbé, notamment par le fait d'avoir tous ces anciens combattants qui, après 30-35 ans, ces vétérans viennent se bousiller, se finir à la boxe à main nue. Et maintenant, il y a le self-fighting. Donc oui, là actuellement, franchement, on rebondit sur le fait de la nécessité d'avoir une gouvernance avec une institutionnalisation qui, au bout d'un moment, pose des limites. Parce que, À la euh, française. ben, et j'ai envie de dire, tant pis si on a des contraintes, mais au moins là, on évite d'avoir ce type de dérive parce que, bon, Mais enfin, le self-fighting, ces dérives là dans les sports de combat. Euh, Parce que là, forcément, quand tu parles d'anciens combattants qui sont en capacité encore d'encaisser de tels traumatismes, il y a forcément la question du dopage qui arrive assez rapidement dans le discours. Euh, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire avec, comment dire, beaucoup de lucidité que c'est un sport qui s'est construit sur le dopage, sur la banalisation de la drogue, avec des usages qui étaient hors normes et qui étaient aussi tu parles de quelle pratique là? la pratique du dopage.
dans le Ouais, mais MMA. tu parles, mais dans quel... Ah, dans MMA, oui. Ouais, Oui, bien sûr. avec des contrats sur lesquels il était précisé qu'il n'y aurait pas de contrôle antidopage. Donc ça, c'est une première dérive. On parlait aussi de la dérive sur les réseaux sociaux. Donc ça, c'est des menaces réelles en direction de la pratique du MMA. Est-ce que tu en as identifié d'autres aussi, de menaces en direction de la pratique du MMA? Alors, si la pratique, alors, moi, la pratique du MMA, alors c'est vrai, là, je suis tout à fait d'accord avec toi, là, actuellement, de façon pour dire que, notamment sur les phénomènes de dopage, forcément, dès lors qu'on est sur une pratique qui n'est pas aussi encadrée, ça laisse la porte au dopage. Et en effet, on parlait tout à l'heure, on faisait référence au Vali-Tudo avec le pancras, mais il suffisait de voir l'ancienne interview de José Pelé, Landy Jones, légende du Vali-Tudo, qui parlait qu'il était sous amphétamine pour tous ses combats, hein. Mais là, tu parles de Pelé. Bon, on parle du Brésil. Moi, j'ai eu la chance d'aller plus de 4 fois au Brésil. J'ai aussi été souvent en Russie. Bon, les États-Unis, j'ai jamais été. Mais ce qu'il faut bien identifier aussi, c'est que dans la culture, c'est toujours intéressant d'avoir un regard, comment dire, culturel sur la genèse d'un sport. Au Brésil, il y a deux choses qui intéressent les Brésiliens, comme on dit. C'est le ballon et le bunda, donc la forme du fessier. Ouais. Donc le culte de l'esthétisme, il est intrinsèque à la culture brésilienne. Exact, ouais, tout à Donc le fait. dopage est très, très prégnant. Je discutais encore avec un camarade à moi qui était aux États-Unis récemment pour le jiu-jitsu brésilien. Mais là-bas, les gars se piquent les fesses dans le vestiaire, normal, Mm, avec des injections de stéroïdes. mm. Donc, tous ces comportements, la crainte qu'on peut avoir aujourd'hui, selon toi, c'est que ça arrive à moyenne échéance, voire à brève échéance en France, si les pouvoirs publics ne sont pas vigilants. Alors, dès lors que c'est toujours un risque, en fait, moi je le lis, la lutte contre le dopage, notamment ben, parce que ça fait partie des objets fondamentaux aujourd'hui d'une pratique institutionnalisée. C'est-à-dire que forcément, dès lors qu'on met plus de cadres de loi, on peut ça va faire retirer des personnes qui vont chercher une pratique plus libre. Je pense notamment, on n'en a pas parlé, mais il y a des Français actuellement, par exemple, qui quittent le MMA pour aller chercher du street fight. Hum. Voilà, street fight, que ce soit aux Pays-Bas, que ce soit en Suède, en Allemagne, qui ont une formation de MMA, hein. Et vous avez des anciens entraîneurs qui sont des anciens combattants de MMA et qui ben, quittent le giron du côté cadré. Et notamment, ce n'est pas uniquement pour les règles de combat. Il va y avoir aussi pour pouvoir se charger en toute tranquillité. Ouais, ouais, donc là, ça relève vraiment de l'addiction et aussi Et en fait, de la de la relation avec gestion le de cadre l'addiction. de loi. Voilà. Et puis aussi avec les cadres de... Vous avez des personnes, Donc, tu veux dire que c'est... c'est une posture politique? Alors, non, parce que c'est plus une façon de vivre. Vous avez des personnes qui recherchent toujours un peu plus un cadre de liberté, d'avoir une pratique plus libre, plus libérale. Dès lors qu'on pose plus de règles, ils vont chercher ailleurs. Et je fais le parallèle avec, par exemple, les sports extrêmes, où j'ai connu pas mal de pratiques, de pratiquants qui étaient sur des esprits, par exemple, race, je pense au BMX, au ski dès lors qu'on a commencé à institutionnaliser beaucoup plus, à mettre beaucoup plus de cadres dans la pratique, se sont dit, ouais, mais c'est beaucoup moins fun là maintenant. Et ils sont partis sur des pratiques, par exemple, au freeride, en VTT Ce ou qu'on en ski. ce qu'on peut voir aussi actuellement sur le street workout, qui est en plein Oui. développement, en plein aussi, comment dire, euh, bah, ça légifère, hein, il y a des fédérations internationales qui se mettent en place. Donc, Ouais. ouais, le street workout, c'est surtout à La Réunion, ça bouge beaucoup. Ouais, le parcours qui est Ouais. repris par la fédération de gym, par exemple, pour le rendre ben, beaucoup plus sportif, beaucoup plus sportivisé. Et ça ne plaît pas à tout le monde. Ça ne plaît pas à tout le monde.
Donc, il va y avoir, alors, c'est souvent en marginalité, il y aura une petite marge de personnes qui vont rester sur cet esprit un peu plus pionnier, cet esprit un peu plus découverte, un peu plus improvisé. Et je pense que pour les sports de combat, c'est la même chose. Vous aurez toujours une pratique ou à marge, mais de personnes qui s'intéressent certes à la boxe anglaise, au Muay Thai ou au MMA, mais qui vont voir dans la sportivisation de ces pratiques une contrainte pour eux. Et qui, D'accord. pour eux, ce sera moins fun. Il y aura moins d'adrénaline. Moi, j'ai connu encore il y a quelques années des personnes qui faisaient pour la première fois un combat en cage. Et lorsqu'ils vous disaient pour la première fois en cage, il y a quelque chose. Rentrer pour la première fois dans un octogone grillagé, il y a quelque chose. Mais après 10 ans de pratique dans une cage ou même 10 ans d'entraînement dans une enceinte grillagée, il n'y a plus ce côté ordalique, ce côté un petit peu expérience nouvelle. Donc ces Décharge personnes-là, d'adrénaline. Ouais. donc toutes ces personnes ceux qui sont beaucoup plus dans la décharge, voilà, dans la recherche d'adrénaline, ils vont peut-être, seront beaucoup plus tentés peut-être pour aller tenter un combat illégal ou voilà, un street fight à l'étranger Et, où on connaît pas et forcément. toi, tu penses que ce qui l'a poussé à monter sur le ring, Jake Paul, c'est la décharge d'adrénaline ou c'est le billet de banque? Non, c'était pour faire un parallèle avec ce week-end, là, le combat qu'a mis en Ouais, scène Fury contre Jake Paul. Je parle du petit frère Fury, hein, bien pas sûr, oui, Tyson oui. Fury. Et en fait, c'est sur cette mise en scène du circuit pro. On voit Ouais. qu'aujourd'hui, le critère sportif, il n'est pas unique, avec le nombre de followers qui font que c'est un des critères de sélection pour la fight card. Nous, en France, on a actuellement la jurisprudence Ragnar le Breton, qui va se retrouver, Ah, mais on n'en a pas parlé encore, oui. tu vois, qui va se retrouver sur le prochain AS. Moi, je respecte. En plus, je suis breton, donc non, Oui. je rigole, mais ce que je respecte, c'est la démarche de l'athlète. Mais ce que je veux dire, c'est comment l'arrivée du nombre de followers, finalement, dans le CV du combattant, a pu arriver aussi haut dans les critères de sélection par rapport à cette Alors, là analyse du même, phénomène mercantile autour de la pratique des sports de combat. alors là, tout ce qu'on trouve, Jake Paul, Ragnar ou même Ibra TV, hein, ce sont des personnes, avant même de voir la Ragnar, maintenant, alors Ragnar, on a vu un petit peu comment il a fait, puisqu'il n'était pas éligible pour pouvoir combattre en France. Et donc, il est passé par un combat en Suisse pour avoir sur sa fight card un combat professionnel qui aujourd'hui lui permet de combattre en France. Mais qu'est-ce qui dit qu'il a combattu? Il a un combat sur sa fight card, un combat oui, au SHC. Après, c'est vrai, oui, il n'y a pas d'image, c'est vrai. Il a eu juste un œil au bornant. Mais oui, oui, il n'y a pas d'image. Par contre, oui, le SHC, qui est quand même la plus grande organisation suisse, bon, il était sur la carte. Donc, au niveau aussi des locomotives de la médiatisation, il y a eu le phénomène Conor McGregor, qui lui, en Oui, termes de ça c'est parti suivi, de là, hein. voilà, ça a été vraiment le déclencheur, le stimulus. Ouais, L'idée des clashs, est-ce que c'est quelque chose qui a toujours existé en sport de combat ou il y a eu des modes parce que là, c'est ouais. quand même quelque chose qui revient sur le devant de la scène. Là, on voit que Conor McGregor, il revient pour le TUF, que l'UFC peut pas s'en passer. Mm. C'est cette notion de clash, de Ouais. combat en dehors du ring. Comment tu l'analyses, toi? Ouais. Alors, bon, déjà, juste pour finir sur le cas Ragnar, en fait, tous ces côtés followers, tous ces côtés stars de YouTube, ce sont des personnes qui, avant même aujourd'hui se retrouver sur des cartes, étaient aussi invitées au carré d'or des grands événements, hein, que ce soit au Bellator ou à l'UFC à Paris. Ils étaient invités sur le. Donc, on allait inviter déjà des personnes avec des gros stats de following. Ils intéressent depuis longtemps les stratégies des plus grandes organisations professionnelles. Mais Et en effet, excuse-moi de te couper, Yann, parce que nous, on regarde ça depuis l'œil des arts martiaux. ouais. Mais si on fait toujours cette idée d'un pas de côté, tu penses pas que pour eux, en termes d'image, le côté aussi je vais m'encanailler, je vais fréquenter les bad boys, ça n'a pas aussi un intérêt pour eux en termes de gestion de leur image? Alors, je parle pour les promoteurs parce que honnêtement, pour le grand public, c'est quand même pas top en C'est pas termes de top. légitimité. Nous, on parlait de légitimité, par exemple, que le fait d'avoir légiféré en France
ça a donné de la légitimité. Eh ben pour moi, c'est un pas en retrait. Là, on est sur un step back là, pour parler de technique de basket, parce que forcément, lorsque on invite un VIP, une personne qui organise encore aujourd'hui des combats illégaux en France, ben, là, il y a un mélange de genres qui est Tu parles de dangereux, hein. qui là? Ibra TV. Mais comment justement ces combats illégaux ont pu perdurer et perdurent encore sur le territoire? Comment tu l'expliques ça? Alors là, ça s'est calmé, mais encore juste après, moi j'avais suivi par rapport à, parce que ça faisait partie de Patrick Minquet sur leur rapport, c'était de dire en légiférant sur le MMA, enfin légalisant le sport, on va éliminer les combats illégaux. Or, on a vu que ça a continué pendant au moins 2 ans et que s'est développé à la fois sur des stades de ville, sur des salles de muscu privées, des salles privées qui organisaient ça, diffusées sur YouTube. Donc et aujourd'hui, regardez, il suffit de voir Ramzan Jambiev qui vient de gagner au KSW, donc plus grande organisation d'Europe de l'Est. Il vient de là. Euh, Il vient des combats alors, non réglementés, on va dire ben non c'est super, réglementés. c'est très intéressant ce que tu dis, Au Yann, Mathieu et Duclos, j'espère. pareil. Et je pense que nos amis de la Dragesse à La Réunion vont écouter parce que dans certains départements, des acteurs du MMA ont pu être contactés par les autorités pour participer à des réflexions autour des violences urbaines, des combats clandestins, comme ça s'est fait chez nous à La Réunion avec nos collaborateurs de la Dragesse. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, quand on avance avec la FMMAF et l'outil fédéral reconnu par le ministère, on peut dialoguer avec ce type d'experts Ouais. et de professeurs de sport. Alors, quelle est ta vision justement sur le terrain lors de tes différentes enquêtes, pardon? Est-ce que tu vois plutôt le côté spectacle bling-bling ou le côté travail éducatif et le dépassement de soi Alors auprès là, des acteurs? là, je trouve de plus en plus, et on est sur l'esprit que tu disais de l'esprit clash avec, on est sur l'héritage McGregor. Il y a eu un avant et un après McGregor sur le développement du MMA professionnel. Aujourd'hui, on a vu que c'est lui qui a fait le plus de développement économique. Il est le faiseur de richesse. Dès lors qu'un combattant combat McGregor, il devient riche. Khabib Nurmagomedov, il était sous-payé à l'UFC, il n'avait pas accès au main event. Et le fait d'avoir pu avoir le McGregor, ça est devenu multimillionnaire. Donc d'autres rêvent de ça. Et on parle souvent des influences des footballeurs qu'il faut qu'ils soient exemplaires par rapport à la jeunesse. Ben, actuellement, il y a un gros souci d'exemplarité avec le MMA, puisque tous ces clashs, finalement, sont reproduits à petite échelle et parce que ça fait du vu, ça fait du follower. C'est repris par La Sueur et d'autres médias spécialisés qui se régalent ben, d'avoir du j'aime et du partage parce que et il n'y a pas photo, ça plaît à la jeunesse de voir ces clashs parce que c'est très générationnel, c'est très télé-réalité. Les clashs, on n'a pas besoin de voir de MMA pour avoir du clash. Il suffit de regarder les anges de la télé-réalité, les Marseillais à Cancun ou je sais pas où, pour voir du clash. On est sur une génération qui aime le clash. Le clash Est-ce que tu chez penses, Anita. est-ce que tu penses pas que justement c'est une opportunité pour les pouvoirs publics d'utiliser le MMA comme solution pour raccrocher ces jeunes qui sont vraiment friands de violence? Je pense notamment aux bagarres filmées devant les lycées. Oui. Ouais, oui. C'est quelque chose qui pullule sur les réseaux, ça, où on voit des Oui. jeunes se battre à main nue sur du béton et Oui. raccrocher ce type de public en direction des associations et pourquoi pas aussi dans les établissements scolaires. Moi, je pense qu'il y a il y a une vraie inertie de la part des pouvoirs publics pour vraiment mettre en place des dispositifs d'accueil dans les établissements pour la pratique des sports de combat, surtout dans des quartiers où il y a déjà des clubs installés où il y a souvent des acteurs qui fédèrent dans la vie associative, et il y a toujours un décalage avec cette institution scolaire qui fonctionne sous la forme, comment dire, un petit peu comme un enclos, Oui. hors sol, par rapport au territoire dans lequel elle existe et dans lequel comment dire, elle fonctionne. Et quand on parle finalement de mettre en place des projets pluriacteurs,
avec finalement cette idée d'un ministère de éducation nationale qui regroupe aussi la vie associative et la vie sportive. Moi, je trouve que sur le terrain, il n'y a pas suffisamment de passerelles, et surtout dans les Oui, sports de combat. Il faudrait plus de projets vraiment plus réacteurs où l'école ou les clubs puissent être en prise avec les jeunes, puissent être en oui, prise aussi avec la vie scolaire, identifier des jeunes sur lesquels, avec les sports de combat, on peut faire passer des valeurs et les mettre en projet. Ça peut être aussi des projets d'insertion. Je sais en filière professionnelle, il y a les métiers du sport qui sont plébiscités. Donc voilà, toujours sur insister sur l'idée que le MMA, les jeunes en sont friands. Et pour l'instant, les dispositifs éducatifs plus réacteurs restent isolés. Quelle est oui. ton analyse Alors, par rapport à ça, cette opportunité pour la jeunesse d'aujourd'hui? de toute façon, c'est une nécessité puisque faut le dire, actuellement, les acteurs économiques du MMA ne jouent pas le jeu là-dessus parce qu'ils préfèrent chercher du follower et chercher de la vente et de la visibilité plutôt que chercher à sortir des gamins des rues. Honnêtement, moi, je regrette franchement le traitement médiatique qu'il y a sur notamment les dérives qu'on peut retrouver dans le milieu du MMA, puisque ce n'est pas à une presse spécialisée à relayer les dérives. Et ça, le problème, c'est que derrière, ce sont des lecteurs, ce sont des jeunes, souvent adeptes des réseaux sociaux, qui vont lire ça. Et c'est pour ça qu'il est hyper nécessaire que ça soit la fonction publique et d'autres acteurs qui puissent, en effet, contrebalancer cette communication outrancière par le jeu notamment de la pédagogie. Après, il faut y mettre les moyens. Et ça, je vais te donner une expérience. Alors moi, j'ai proposé, et je vais continuer de proposer, une mission, notamment qui est de faire sortir les gamins de la violence de rue. Et notamment pour les amener par les sports de combat. Alors, pas uniquement le MMA, puisqu'il y a d'autres sports de combat qui sont tout à fait en capacité de pouvoir faire ça. Mais c'est vrai que le MMA a ce côté très populaire et très attractif auprès des jeunes. Donc, il faut utiliser, il faut se servir de ça. J'ai Alors, donc tu vois, déjà proposé et ça a été refusé par une une mission, collectivité parce que c'est trop cher. Voilà. quel type d'action cette mission? Et après, je reviendrai sur les spécificités du territoire aussi dans l'océan Indien. Alors, c'est une mission en sciences humaines et sociales de se rapprocher des jeunes pour notamment travailler sur leurs attentes, travailler sur les besoins et notamment de les faire sortir du cadre non sécurisé forcément qui est la rue et les attirer vers un cadre fédéral par exemple. Mais ça, moi, dans la mission que j'ai proposée, on me proposait une mission de 3 semaines. Ouais, 3 semaines pour réaliser ce type de travail. Je Ouais, crois c'est que difficile. Mais voilà. on va travailler là-dessus parce que aujourd'hui, sur La Réunion, il y a une vraie écoute des autorités. Je travaille beaucoup avec Monsieur Morel de la Dragesse. Ce D'accord. matin, il avait une clear avec Monsieur le préfet qui est réceptif par rapport à ça parce que sur le territoire de La Réunion, on a une problématique avec le Meringue, le combat à main nue Oui, issu des Comores oui, et donc aussi de Mayotte, ouais, avec oui. des célébrations festives où finalement des jeunes mettent en place des combats sauvages. Alors quand je dis combat sauvage, je reprends l'appellation officielle, mais pour eux, c'est une pratique ancestrale, c'est une pratique Oui, c'est culturelle ça. Et oui, qui prend la forme de combat à main nue. Et aujourd'hui, le MMA est une piste identifiée par les autorités pour en partie solutionner cette pratique sauvage. Et l'idée, ce serait d'identifier des leaders positifs sur bien le plan sûr. sportif, sur le plan culturel, sur le plan aussi communautaire, parce qu'il s'agit aussi de tisser des liens avec la communauté, et de les ramener dans le giron fédéral, et de les mettre en Ouais, projet. Donc là, ça bien sûr. demande, comme tu l'as dit, des moyens, la mise en place Et du d'associations, temps. Et du temps. le soutien des collectivités et les faire participer au circuit fédéral classique et les mettre en projet. Et qu'ensuite, bah voilà, en tant que leader positif, ils puissent attirer d'autres acteurs dans le giron fédéral et faire passer tout ce qui est valeur éducative, réinsertion et pourquoi pas amélioration de leur scolarité, quoi. D'accord. Alors, l'UFC, elle se caractérise
par sa logique capitaliste du sport moderne. Récemment, on a une sortie de Ngannou de l'UFC qui s'est mis un petit peu dans l'habit du porte-parole des fighters professionnels, limite voire syndicaliste. Alors, Oui. quand il met en avant ses valeurs de partage, avec l'idée d'une assurance healthcare, de la possibilité pour les combattants d'avoir des sponsors, de rompre un petit peu la notion d'exclusivité dans les contrats de l'UFC. Quelle analyse tu fais par rapport à ça en tant que spécialiste de la chose? Alors, il est le premier vraiment à mettre sa carrière vraiment en péril pour proposer ça. Même si auparavant, Georges Saint-Pierre avait déjà émis ses volontés. Il avait déjà émis la volonté de monter un syndicat, il avait déjà émis la volonté de meilleure répartition des salaires, mais protection santé, dont Georges Saint-Pierre a fait partie. Il a notamment aussi, lui, mis en... D'ailleurs, ça fait partie des raisons pour lesquelles il a quitté progressivement la compétition, c'est notamment le fait qu'il n'y avait pas encore assez de lutte contre le dopage à cette époque, hein, à son époque du moins. Ça a évolué positivement depuis, hein. Mais Georges Saint-Pierre a été un des premiers vraiment à vouloir déjà changer les choses au sein de l'UFC. D'autres derrière ont essayé, notamment avec le procès qui dure, mais ben forcément, ça a été la porte, hein, pour tous ces gars. Je pense par Eddie Alvarez aussi, ancien champion qui a quitté l'UFC parce que mécontent des salaires. Gerard Moussassi, qui est d'ailleurs tête d'affiche du prochain Bellator à Paris et qui explique qu'il gagne mieux au Bellator que lorsqu'il était aux portes du titre à l'UFC. Donc il y a plein de combattants qui ont en quelque sorte émis des souhaits et sont partis en clash, mais aujourd'hui qui sont à l'extérieur. Lui, c'est vrai, il a vraiment fait partie ça a vraiment fait partie de ces négociations. Il a vraiment négocié, il a voulu négocier ça sur son contrat, ce qui est quelque chose d'un peu plus nouveau. D'accord. Tu penses que c'est le fait aussi de son parcours de vie? C'est quelqu'un pour lequel la notion de liberté, c'est quelque chose d'intrinsèque? Ou tu penses que c'est uniquement une posture mercantile de sa part? Ah, je pense pas. Je pense que quand même que le Dana White, il est quand même bien connu du milieu. Il connaissait déjà le bougre. Je pense il savait les risques déjà. Ouais, Il parce s'est qu'il pas est... dit sur un malentendu, ça va passer. Donc, je vois ça quand même, le fait qu'il soit quand même en fin de carrière, il faut pas se leurrer, il est plutôt en fin de carrière. Il a eu le titre. Il avait moins à perdre que d'autres combattants qui rentrent dans le top 15, par exemple. Donc, c'est vrai que ça libère un peu plus quand on sait qu'on a moins à perdre que d'autres. Mais en sachant quand même que Dana White, hein, le tonton Dana, il est quand même assez dur en affaires et reconnu comme tel depuis bien longtemps. Donc, il savait où il allait. Ok, Yann, je pense qu'on peut s'arrêter là. On a balayé pas mal de thématiques. Moi, ce que je peux proposer avant de te laisser la parole pour conclure, c'est n'hésitez pas à commenter, à être force de proposition dans vos commentaires, notamment sur des idées d'invités, aussi bien issues de la sphère scientifique que rattachées à notre zone géographique de la zone océan Indien, qui est un petit peu l'ADN de la chaîne. Donc, Yann, est-ce que tu peux conclure et voilà, je sais pas, nous donner un petit peu tes pensées actuelles sur le MMA et qu'est-ce qui serait bon pour la suite pour la discipline, selon toi? Ouais, bon, ah ben, moi je vais conclure avec quelque chose, moi, ça fait maintenant quelques temps où franchement je suis un petit peu inquiet par le traitement voilà, médiatique où on en parlait tout à l'heure, il y a beaucoup trop de clash avec un phénomène qui se rapproche beaucoup trop du catch et de la boxe professionnelle avec ses méfaits, qui je pense donne un mauvais exemple pour les jeunes pratiquants qui pensent que pour faire fortune et percer dans le milieu professionnel, eh bien, il faut faire du clash. Donc ça, c'est quelque chose qui, j'espère, va s'améliorer parce que c'est quand même, ça peut être un effet boule de neige avec une surenchère potentielle. Donc j'espère on va pas en arriver là. Sinon, après, je vois quand même qu'il y a un dynamisme actuel en France avec notamment enfin, j'ai envie de dire, enfin de nombreuses promotions et organisations en province et pas uniquement en région parisienne,
très important. Donc, quand même, une espèce d'équilibre territorial qui, petit à petit, est en train de se faire. Donc, tant mieux. Je suis notamment aussi assez optimiste, notamment sur le développement de la pratique féminine avec des pôles féminins qui se développent de la pratique. Alors, c'est difficile aussi pour certaines, notamment selon les catégories, pour trouver des adversaires. Donc là aussi, on parlait tout à l'heure de flexibilité pour le matchmaking, mais ça peut aider notamment la pratique féminine d'avoir une certaine un peu plus de souplesse parce que pour certaines, c'est vraiment une galère pour trouver des combats, alors qu'il y en a, on a des, même si c'est pas plus de 20-25% de la pratique, mais on en a, donc je pense qu'il faut peut-être un peu plus de souplesse pour les aider pour se développer. Et sinon, après, ben, voilà, j'espère juste qu'il va y avoir un peu plus de responsabilité de médias spécialisés sur la couverture du MMA pour éviter notamment la confusion de genre, mélange de genre avec des pratiques dérivées qui n'ont rien à faire sur des canaux de MMA.